Donc, pour le langage, donc on a déjà détaillé deux zones principales pour le langage et nous avons dit que le langage il est asymétrique, il est dominant au niveau du cortex gauche. Et on a déjà vu que l'aire de Broca, qui est la première aire du langage, c'est une aire qui correspond à Brodmann 44-45 et qui est localisée au niveau du lobe frontal et qui va jouer un rôle dans la production du langage. Alors que l'aire de Wernicke, qui est une aire correspondant à Brodmann 22 et elle est responsable de la compréhension du langage. Et regardez un peu, c'est vrai que l'aire de Wernicke, elle correspond essentiellement à l'aire auditive secondaire, mais elle est légèrement plus étendue que l'espace de Brodmann 22. Ceci veut dire que l'aire de Wernicke, elle n'est pas aussi simple, c'est un peu une zone qui est plutôt complexe et qui va prendre un peu du lobe pariétal, un peu du lobe donc occipital et un peu du lobe temporal. Donc, Wernicke, généralement, les patients qui ont une atteinte au niveau de la zone de Wernicke, c'est généralement un problème qui est étendu dans le cerveau. C'est pas un problème minime, simple, c'est pas un saignement minime, c'est un saignement qui est étendu. C'est pas une tumeur ou un cancer qui est très petit, mais c'est un cancer qui est généralement plus ou moins étendu. Et cette zone, elle est très importante. Elle est plus importante que l'aire de Broca. L'aire de Broca, c'est elle qui va nous permettre de produire du langage. Mais l'aire de Wernicke, c'est la plus importante parce que c'est elle qui va nous permettre de comprendre ce que les gens sont en train de parler et afin de pouvoir répondre. Si je ne comprends pas, je ne pourrai jamais répondre et je ne pourrai jamais communiquer. Le fait de perdre l'aire de Wernicke veut dire j'ai perdu le patient. Je ne peux plus communiquer avec lui et je ne peux plus vivre avec lui parce qu'il est dans son propre monde. Bon, pour donc notion suivante, les aires de Broca et l'aire de Wernicke sont reliées les uns aux autres par l'intermédiaire d'un faisceau que j'appelle le faisceau arqué. Donc l'aire de Broca est reliée à l'aire de Wernicke par l'intermédiaire du faisceau arqué. Là en plus de l'aire de Broca au niveau du lobe frontal et l'aire de Wernicke principalement au niveau du lobe temporal, on a deux autres zones qui correspondent au lobe pariétal inférieur et qui correspondent au gyrus angulaire et au gyrus supramarginal. Le gyrus angulaire qui correspond à l'aire de 39, c'est une zone qui est proche de Wernicke et qui est responsable de la compréhension des mots écrits. Donc, si j'ai un texte devant moi et je veux le lire, c'est le gyrus angulaire qui va me permettre de comprendre ce que je suis en train de lire. Mais si j'entends quelque chose, c'est l'aire de Wernicke qui va me permettre de comprendre ce que je suis en train d'entendre. Pour le gyrus supramarginal qui correspond à l'aire de Broca, l'aire 40, gyrus supramarginal, il joue un rôle avec Broca, mais il est secondaire. Il joue un rôle dans la production aussi du langage, mais il est très secondaire, il est très minime. Et toutes ces zones du langage, c'est des zones qui se trouvent uniquement dans l'hémisphère gauche, sauf pour les gauchers qui peuvent avoir donc ces autres structures au niveau de leur hémisphère droit à 30% maximum de capacité. Je ne demande pas donc de détails, vous n'êtes pas responsable de tout ça, mais ce qui m'importe, c'est ce que j'ai déjà expliqué donc ici. On
On va donc prendre maintenant deux exemples pour la compréhension du langage, une compréhension d'un mot qui est entendu versus comprendre ce qui a été lu. Donc, premier schéma, on a une compréhension d'un mot entendu. J'ai entendu quelque chose. La première zone qui a été stimulée, c'est le cortex auditif primaire. Le cortex auditif primaire, il va détecter des signaux qui vont provenir des récepteurs auditifs qui se trouvent au niveau de l'oreille interne. Puis, c'est le cortex auditif secondaire qui va donc pouvoir va me laisser comprendre ce que je suis en train d'entendre, et c'est l'aire de Wernicke. Donc voilà, le cortex auditif primaire correspond au Brodmann 41-42, Wernicke-Brodmann 22 AB, c'est l'aire de Brodmann. Puis l'aire de Wernicke va se connecter avec l'aire de Broca par l'intermédiaire du faisceau arqué. L'aire de Broca, c'est l'aire de Brodmann 44-45, et c'est l'aire de Broca. Donc regardez, je vais stimuler initialement les aires auditives, puis donc l'aire de Wernicke, puis l'aire de Wernicke grâce au faisceau arqué se connecter avec l'aire de Broca. Et l'aire de Broca, une fois elle a été stimulée, elle va envoyer des messages vers le cortex moteur primaire. C'est lui qui va exécuter proprement le mouvement, et donc elle va envoyer un message vers les zones du langage, donc vers la langue, vers les lèvres, vers le larynx, et c'est l'aire moteur primaire qui va donc envoyer ces stimulations vers les muscles correspondants, et je peux donc répondre à celui qui est en train de me parler. Pour ce qui est lecture, eh bien, pour la lecture, c'est principalement, je vais voir devant moi un texte, et donc je vais utiliser le cortex visuel primaire pour pouvoir donc stimuler les récepteurs au niveau de la rétine et avoir une image visuelle au niveau du cortex visuel primaire. Puis, c'est le gyrus angulaire, c'est lui qui va commencer à... Parce que ici, je ne cherche pas une image visuelle, je ne cherche pas un visage qui est familier, je ne cherche pas quelque chose de familier, parce que ce que je suis en train de lire n'est pas quelque chose de familier. C'est la première fois que je lis ça. C'est le gyrus angulaire qui va me permettre de comprendre ce que je suis en train de lire. Bien sûr, je peux utiliser le cortex visuel associatif secondaire afin de pouvoir comprendre les mots qui sont devant moi et pouvoir les répéter, parce que c'est pas la première fois que je vois ce mot. Et c'est le gyrus angulaire qui va me permettre de comprendre ce que j'ai lu. Donc je peux dire que c'est le cortex visuel primaire, puis le cortex visuel secondaire, vous avez raison. Puis je vais dire c'est le gyrus angulaire qui sera stimulé, parce que c'est lui qui va me permettre de comprendre ce que je suis en train de lire. Puis le gyrus angulaire va envoyer une stimulation vers l'aire de Wernicke. Vous allez me dire que je n'aurai pas vraiment besoin de l'aire de Wernicke maintenant, mais je ne pourrai connecter le gyrus angulaire avec l'aire de Broca sans pouvoir passer par l'aire de Wernicke, parce que c'est l'aire de Wernicke qui est reliée à l'aire de Broca par le faisceau arqué. Donc c'est obligatoire de passer par l'aire de Wernicke, puis vers le faisceau arqué jusqu'à atteindre l'aire de Broca qui finalement va stimuler le cortex moteur primaire. Et je vais donc pouvoir répondre à ce que j'ai identifié par la lecture. Donc, cette boucle, elle est présente dans l'hémisphère gauche chez environ 90% des droitiers et 70% des gauchers. Donc, le langage, c'est une fonction qui va être traitée d'une manière asymétrique par le cerveau,
parce que c'est des zones qui seront contrôlées principalement par l'hémisphère gauche, surtout pour les droitiers. Pour les gauchers, ils ont 30% du langage dans leur hémisphère droit. On la retrouve également au même endroit chez les sourds-muets qui utilisent le langage des signes. Même s'il n'y a pas la production du langage chez les sourds-muets, alors c'est toujours le même principe. Cette boucle ne serait donc pas spécifique au langage oral ou parlé, mais serait plus largement associée à la modalité principale du langage d'un individu. Donc, si le langage, c'est principalement l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche, qu'est-ce qui fait l'hémisphère droit, lui? Donc, est-ce qu'il a un rôle aussi dans le langage? Eh bien, il a un rôle, mais c'est un rôle qui est secondaire. C'est le fait de pouvoir comprendre le sous-entendu des phrases, les éléments qui sont non-verbaux. Par exemple, l'apparence physique, l'habillement, le maintien, l'attitude générale, les gestes et les mimiques transmettent une coloration, une certaine émotion au discours. Par exemple, parfois, même si je ne suis pas en train de discuter avec quelqu'un, ou il peut donc uniquement par la tonalité de ma voix, ou bien par la mimique de mon visage, comprendre que je suis fâchée. Il y a des éléments non-verbaux, le fait de foncer les sourcils, le fait de donner un ton cassant à ma conversation, c'est quelque chose, c'est des éléments qui sont non-verbaux, c'est un sous-entendu. La personne en face de moi puisse donc capter et comprendre que je suis fâchée. Les patients qui ont perdu l'hémisphère droit, ils n'auront pas la capacité de comprendre le sous-entendu des choses. Par exemple, si je vais leur envoyer une anecdote ou quelque chose qui est rigolo, ils ne vont pouvoir pas comprendre la signification ou le sous-entendu parce qu'ils deviennent comme une personne robot. Donc pour eux, ils peuvent parler, ils peuvent communiquer, ils peuvent comprendre ce que les autres sont en train de dire, mais on doit leur parler d'une façon qui est robotique. Donc 1 plus 1 égale 2. Parce que les éléments qui sont non-verbaux, le sous-entendu, l'apparence, la mimique et la tonalité, c'est quelque chose qu'ils ne pourront pas attraper et ils vont pas comprendre le sous-entendu. Et la deuxième partie aussi, c'est la prosodie, donc la musique, la mélodie. Donc l'intonation et le rythme, c'est quelque chose aussi qui sera couvert par l'hémisphère droit, la musique surtout. Et pour cela, par exemple, on dit que pour aider un enfant à parler pour la première fois, je dois commencer à donc lui mettre des musiques face à son oreille gauche. Parce que l'hémisphère droit, il contrôle l'oreille gauche et l'hémisphère gauche contrôle l'oreille droite. Donc, si je veux que l'enfant attrape la musique et le rythme, je dois donc stimuler et je dois lui chuchoter, par exemple, la mélodie du côté de son oreille gauche, parce que ça va stimuler plus l'hémisphère droit à attraper la musique. Et si je vais lui apprendre, par exemple, le calcul, je dois donc me mettre proche de son oreille donc droite, parce que ça va donc refléter l'hémisphère gauche. L'aphasie, c'est un trouble du langage. Il y a 2 types de troubles, 2 grands types. Il y a beaucoup d'autres, mais les plus connus et les plus importants. On a une aphasie que j'appelle l'aphasie de Broca, donc un trouble au niveau de l'aire de Broca, ou une aphasie de Wernicke, donc un trouble au niveau de l'aire de Wernicke. L'aphasie de Broca, c'est une aphasie que j'appelle aphasie non fluente. J'ai un problème dans la production du langage. Alors, je peux comprendre, la compréhension, elle est relativement bien conservée, mais j'ai un manque de mots. Je n'arrive pas à produire le son, à produire une conversation.
Donc, c'est principalement une aphasie qui est donc légère par rapport à l'aphasie de Wernicke qui est sévère, parce que Broca, ça permet au patient de pouvoir donc toujours communiquer avec sa famille, avec son entourage. Il pourra toujours être présent parmi eux, mais il a un problème dans la production du mot. Pour l'aphasie de Wernicke, qui va toucher principalement l'aire de Wernicke, donc l'aire qui est responsable de la compréhension du langage, le discours de ce patient, il est présent, il n'a pas été perturbé, il peut produire du langage, mais c'est un langage qui est incompréhensible pour lui et pour moi, parce que lui, il n'arrive pas à comprendre ce que je suis en train de lui dire, et lui, il n'arrive pas à me répondre parce qu'il n'arrive pas à comprendre. Donc, il va me dire un discours qui est un jargon, qui est incompréhensible. Donc, c'est une aphasie qui est fluente. Et donc, il a une logorrhée, il peut toujours donc produire un son, produire des mots, mais c'est des mots qui, ensemble, ne vont pas avoir une signification. Je vous donne un exemple, regardez ça, c'est un patient âgé qui a fait une aphasie de Wernicke, regardez comment il va me répondre. Pouvez-vous me dire si ça va aujourd'hui et si vous avez encore des douleurs? Ça, c'est le médecin. Le patient, lui, il va dire, oui, je peux vous dire que j'ai des douleurs. Non autrement. Je crois que l'on devrait commencer par le début et par le haut. Par rapport à avant, je voudrais d'abord dire, en ce qui concerne le premier, vous avez vu, donc c'est un discours qui est du blablabla, du jargon. Il est en train de connecter des mots qui ont un sens, mais ensemble, et c'est de la catastrophe, c'est un jargon. Donc pour ce patient, comment je vais communiquer avec lui? Comment il va comprendre ce que je suis en train de dire et me répondre? C'est presque un patient qui a perdu donc la communication et il n'arrivera plus donc à conserver son rôle social. Il va probablement perdre la connexion avec sa famille, il va perdre son travail, donc c'est une catastrophe. Troisième partie donc du cours, et c'est la dernière partie, c'est la mémoire. Il y a différents types de mémoire. Il y a une mémoire qui est donc à court terme, que j'appelle une mémoire de travail, versus une mémoire qui est à long terme et qui est donc une mémoire plus complexe et qui présente plusieurs sous-types. La mémoire de travail, c'est un système à capacité limitée pour stocker temporairement les informations. Et pour cela, c'est une mémoire que je vais utiliser principalement dans mon travail. Je vais donc, par exemple, mémoriser donc temporairement le numéro de téléphone d'un collègue. Bien, si quelqu'un donc téléphone, j'arriverai donc à identifier le nom de mon communicateur et de pouvoir garder le nom pour quelques minutes donc pour mon travail et pour arriver à fixer son nom avec son numéro de téléphone dans mon agenda. Donc c'est une mémoire qui est à court terme et c'est une mémoire qui n'a pas de capacité vraiment étendue. Je ne pourrais pas utiliser la mémoire à court terme pour stocker 1000 numéros de téléphone ou bien 1000 donc informations parce que je vais tout oublier. C'est pas une mémoire qui est durable. Mémoire donc de quelques secondes à quelques heures. Je suis pas très avec ça parce que le maximum dans la mémoire de travail, elle va jusqu'à 5 minutes. Pas plus que ça. Elle est labile parce que ça dépend du niveau d'attention. Plus je suis concentrée dans mon travail, plus j'arriverai à attraper les numéros de téléphone d'une façon rapide ou bien attraper le nom des personnes qui, par exemple, me téléphonent. Et plus je suis concentrée, plus je vais pouvoir capter. Mais si je ne suis pas concentrée, je ne vais jamais pouvoir stopper.
mémoire à long terme, donc c'est une mémoire, contrairement à la mémoire de travail, une mémoire qui est durable. Elle va aller même jusqu'à 10 ans. C'est une mémoire de grande capacité. Elle est illimitée. Donc, plus je mémorise, plus j'ai la capacité de stocker parce que le cerveau, il peut stocker beaucoup d'informations. Mais bien sûr, si avec le temps, donc après par exemple 8 ans, je ne vais plus utiliser l'information, je vais la perdre progressivement. C'est pour cela, c'est important de stocker dans la mémoire durable, mais de revenir de temps en temps à mes souvenirs ou bien à mes informations. Parce que si je vous demande, par exemple, maintenant de me détailler, par exemple, un cours de mathématiques que vous avez déjà appris à l'école, par exemple, il y a 5 ans, vous n'allez pas pouvoir vous n'allez pas vous rappeler de tous les détails parce que vous avez progressivement éliminé les souvenirs et vous n'avez vraiment pas revu ces informations il y a bien longtemps. Donc même la mémoire à long terme, c'est pas une mémoire qui est durable et qu'elle va pas durer toute notre vie, mais généralement, puisque ça va me laisser la capacité de stocker jusqu'à 10 ans de temps, c'est quand même quelque chose d'important. On va diviser la mémoire à long terme en 2 types. Une mémoire qui est déclarative, explicite, consciente. Je suis consciente que je vais maintenant étudier et stocker. C'est quelque chose que je fais consciemment. Je suis consciente, je suis présente, que actuellement je vais par exemple étudier et mémoriser ce texte devant moi. Je suis consciente de ce fait. La mémoire qui est implicite, non déclarative, c'est une mémoire qui est inconsciente. Je vais mémoriser ce qui va se passer d'une façon inconsciente. Je n'ai pas programmé ça. Je n'ai pas été je n'ai pas consciemment décidé de le faire. Ce qui est important dans ça, c'est la zone que je vais donc stimuler afin de pouvoir capter l'information. La mémoire à long terme, donc, c'est une mémoire soit explicite qui est consciente, soit implicite qui est inconsciente, automatique. La mémoire explicite, 2 types, soit c'est une mémoire sémantique, et donc tout ce qui est en rapport avec les informations générales, objectifs, théoriques, tout ce que j'ai pu apprendre à l'école ou à l'université ou dans tout ce qui est télévision et Internet, alors que la mémoire épisodique, c'est quelque chose de subjectif, c'est propre à moi, c'est quelque chose de spécifique, c'est mes souvenirs, mes émotions, c'est tout ce qui me différencie des autres. Personne ne peut me connaître mes souvenirs parce que c'est moi uniquement qui a fait ça. Mais tout le monde peut avoir les mêmes informations théoriques. Tout le monde va étudier, par exemple, le cours de sciences. Tout le monde a les informations nécessaires, objectives de n'importe quel cours sur l'internet. Et donc, c'est pas quelque chose de subjectif, c'est quelque chose d'objectif. La mémoire explicite, je suis consciente. J'ai décidé d'étudier, j'ai décidé de me souvenir de ce qui s'est passé. Parce que je vais par exemple prendre une vacance et je vais donc durant mes vacances voyager et prendre des photos et donc fixer les souvenirs et fixer les événements dans ma tête. C'est conscient ça. La mémoire implicite, c'est une mémoire qui est automatique, inconsciente. Je n'ai pas décidé de mémoriser le scénario devant moi. Il y a 2 types de mémoire qui est implicite, inconsciente.
Soit c'est une mémoire émotionnelle, soit c'est une mémoire procédurale, automatique, gestuelle. La mémoire procédurale ou conditionnelle, il y a des choses que je ne peux pas apprendre verbalement à un enfant. Par exemple, je ne peux pas apprendre à l'enfant comment conduire un vélo. Je ne peux pas lui apprendre verbalement. Je ne peux pas lui dire tu vas te mettre sur le vélo, tu vas mettre le pied droit sur la première pédale et le pied gauche sur la deuxième et tu dois appuyer sur la pédale droite puis de continuer à appuyer progressivement avec le pied gauche et tu vas marcher. Même si je vais lui dire ces informations verbalement, si je vais mettre l'enfant sur le vélo, il va tomber. Donc, ce mécanisme, il ne peut pas être appris que par une procédure, par des gestes. Je dois mettre l'enfant sur le vélo et il va progressivement apprendre à conduire le vélo. Donc, ça, c'est une mémoire conditionnelle procédurale. Et versus une mémoire qui est aussi conditionnelle, c'est la mémoire secondaire à quelque chose qu'on a progressivement conditionné l'enfant avec sa vie quotidienne. Par exemple, si vous allez entendre un klaxon de la voiture. N'importe quelle personne, lorsqu'il va entendre le klaxon de la voiture, il va s'arrêter et il va tourner pour voir ce qui se passe. Si, par exemple, vous allez entendre la cloche d'une école, dans n'importe quelle région où vous trouvez, si vous allez entendre la cloche de l'école, la cloche sonner, vous allez dire je suis où? Est-ce qu'il y a une école proche de moi? Est-ce qu'il y a une église qui est proche de moi? Donc vous allez chercher les sons qui ont été conditionnés dans votre tête. Parce que lorsque vous étiez enfant, chaque fois que vous allez entendre la cloche, cela signifie que le cours est fini et vous êtes en train d'attendre la cloche et vous avez été conditionné pour ce geste, le geste de terminer le cours. Donc, c'est une mémoire qui est automatique, qui est inconsciente. Vous n'avez pas dit maintenant je vais étudier ça et je vais me rappeler ça dans les 10 ans à venir. Et vous n'allez pas dire que lorsque je serai à l'université, je vais donc pouvoir mémoriser la cloche et le procédé. Vous n'allez pas réfléchir comme ça. C'est pas quelque chose qui a été mémorisé consciemment. C'est quelque chose qui a été mémorisé d'une façon inconsciente. Pour la mémoire émotionnelle, c'est principalement tout ce qui est en relation avec vos émotions et c'est des émotions inconscientes. Je donne un exemple. Parfois, les enfants, ils sont proches, par exemple, des animaux domestiques, notamment, par exemple, un chien. Si un enfant, il voit chaque jour un chien, il ne va pas avoir une mémoire spécifique du chien. Il ne va pas avoir une mémoire automatique du chien parce que le chien ne lui a pas causé aucun problème. Il ne lui a ni stimulé sa peur, ni stimulé sa joie. Mais, par exemple, une fois il a été mordu par un chien, cet épisode sera incarné dans sa mémoire parce que il a eu peur. Le fait d'avoir peur, donc les émotions, ça va rendre les choses plus touchantes et plus importantes afin qu'il puisse donc la mémoriser dans sa tête. Il ne va jamais oublier la forme du chien qui lui a mordu, par exemple, la main ou le pied, et il ne va jamais oublier la voix ou le son du chien, l'aboiement du chien qui lui a causé cette douleur. Donc ça, c'est une mémoire émotionnelle qui est vraiment reliée, c'est subjectif aussi et relié personnellement à l'individu et c'est quelque chose que l'enfant n'a pas décidé de mémoriser, mais il l'a quand même fait parce que ça lui a causé une peur et il a fait ceci pour ne pas
oublier que les chiens, c'est dangereux. C'est très difficile de d'enlever cette image de la tête de l'enfant. On ne pourra jamais lui dire que les chiens c'est quelque chose qui n'est pas dangereux parce que il a eu une certitude que le chien est dangereux parce qu'il a eu cette mémoire émotionnelle dans la mémoire, dans sa propre mémoire. Pour une petite récapitulation dans tout ça, alors regardez, j'ai une mémoire qui est à court terme, j'appelle la mémoire de travail et qui va durer jusqu'à maximum 30 minutes maximum et elle va stimuler principalement le cortex préfrontal. Pour la mémoire qui est à long terme, on va la diviser, donc il va durer plusieurs années. C'est deux types, soit une mémoire qui est explicite, déclarative, consciente, et c'est principalement le lobe temporal et l'hippocampe qui contrôlent cette mémoire explicite, et elle est de deux types, soit une mémoire sémantique qui est reliée à nos connaissances, à notre culture, ou épisodique qui est reliée à mes souvenirs propres, mes événements personnels, tout ce qui est subjectif, c'est ce que j'appelle l'autobiographie. Et le deuxième type de mémoire, c'est la mémoire implicite qui est inconsciente. C'est donc non déclarative et il y a plusieurs formes procédurales. Et l'exemple le plus spécifique, c'est le vélo. Il va stimuler principalement le striatum et le cervelet. Alors que le deuxième type, c'est la mémoire conditionnelle, qui peut être deux types, soit une condition qui est émotionnelle, soit une condition non émotionnelle. Ce qui est émotionnel, l'exemple du chien petit garçon, et c'est les amygdales qui seront stimulées. Ou c'est le conditionnement secondaire. L'exemple, c'est la cloche de l'église ou de l'école et c'est le klaxon de la voiture et qui va faire intervenir donc le cervelet. Il y a un troisième type d'apprentissage qui est un peu spécifique. Il va stimuler principalement les voies réflexes de la moelle. Je donne un exemple dans ça parce que j'ai pas expliqué ça. Si un enfant va s'approcher du feu, il va brûler ses doigts. Le fait de brûler des doigts va stimuler une réaction de flexion de la main parce que je veux éloigner mes doigts du feu. Donc, cette réaction réflexe de flexion a appris l'enfant que le feu c'est dangereux. Et une fois il va revoir le feu, il ne va plus étendre la main et approcher les doigts. Parce qu'il a appris, il a mémorisé d'une façon inconsciente que le feu c'est dangereux. Donc la mémoire procédurale non déclarative, c'est tout ce qui est donc inconscient, mais qui nécessite une procédure, parce que comme j'ai déjà expliqué, on ne peut jamais apprendre à un enfant, expliquer verbalement la pratique qui est faire du vélo à un enfant, alors qu'on sait en faire. Donc on ne sait jamais apprendre à un enfant de conduire le vélo que lorsqu'il va se mettre sur le vélo. Donc les structures impliquées, c'est les noyaux gris, centraux, le striatum, le cervelet, les amygdales, surtout pour les émotions les mémoires qui sont émotionnelles. La mémoire déclarative qui est consciente et elle va donc regrouper les deux types qui sont sémantiques et épisodiques. Ce qui est sémantique, c'est tout ce qui est information, idée, concept, tout ce qui est culture et tout ce qui est donc information générale, alors que tout ce qui est épisodique, c'est propre à la personne et propre aux individus et c'est subjectif.
Pour pouvoir transformer une information à court terme et la stocker en mémoire à long terme, alors je dois passer par 3 étapes que j'appelle les processus d'acquisition et de restitution. Donc, c'est un processus d'apprentissage et qui va nécessiter 3 processus, 3 étapes qui sont l'encodage, le stockage et la récupération. L'encodage, c'est un processus par lequel une information nouvelle est mémorisée. Donc, je dois attraper l'information. Stocker, c'est la conserver dans la mémoire le plus long temps possible. Et la récupération, c'est le processus qui va me permettre de se rappeler et de réutiliser l'information que j'ai déjà stockée. L'encodage, donc c'est le fait de capter, de fixer les stimulations. Il peut être l'encodage automatique ou conscient, mais il nécessite généralement des indices. Des indices pour pouvoir donc attraper l'information d'une façon rapide. Stocker l'information, c'est principalement les simulations visuelles qui sont les plus importantes. Et la récupération, c'est le fait de donner des indices afin de pouvoir récupérer ce que j'ai pu encoder. On va un peu détailler ça et je donne un exemple. Principalement, pour pouvoir stocker l'information, donc je dois passer par 3 processus qui sont l'encodage, le stockage et la récupération. Pour l'encodage, j'ai parlé des indices. Donc, encoder, c'est le fait de pouvoir attraper le stimulus, ce que j'appelle donc le buffer sensoriel. C'est quoi le buffer sensoriel? C'est un stimulus que je vais recevoir. Soit c'est un stimulus qui est visuel, soit c'est un stimulus tactile, soit c'est un stimulus auditif. Donc, le stimulus visuel, il est le plus fort. Par exemple, si je veux apprendre à un enfant un nouveau mot, je vais lui dire, par exemple, ça c'est un crayon. Le fait de lui demander de répéter derrière moi, 10 crayons, ça c'est auditif. Le fait de lui dire ça, c'est pas quelque chose de stimulant et ça va pas encoder chez lui parce que c'est très faible. Le stimulus, il est faible. Le stimulus sonore, c'est faible. Sauf si je veux jouer sur la tonalité. Si je vais lui dire, ça c'est un crayon. Donc je vais jouer sur le stimulus auditif. Si je vais jouer sur le stimulus auditif, alors il va pouvoir encoder plus facilement. Si je vais lui dire aussi, et c'est de façon meilleure, je vais lui apporter un crayon, je vais lui montrer le crayon, je vais lui dire ça c'est un crayon, donc je vais jouer sur 2 stimulus qui sont audition et visuel. Et généralement l'enfant il est très attiré par ce qui est donc visuel, surtout si je vais lui montrer un crayon qui est rouge et lui il adore la couleur rouge, alors je vais lui apporter des indices afin de l'aider à capter l'information. C'est ce que j'appelle donc c'est ce que je vais donc favoriser afin qu'il capte donc capte l'information. Si je vais lui dire troisièmement, ça c'est le crayon rouge de ton papa. Donc, j'ai apporté un indice supplémentaire qui est celui de papa. Et pour lui, le rouge, c'est stimulant. Papa, c'est stimulant parce que c'est quelque chose de très important pour lui. Alors, il va directement capter l'information parce que c'est un crayon qui est rouge et qui est à papa. Donc, j'ai appuyé le stimulus par des indices afin que l'enfant puisse se rappeler et mémoriser l'objet. Et je vais lui permettre de toucher le crayon. Donc, ça, c'est aussi un stimulus, donc, tactile. Donc, le buffer sensoriel, je dois donc utiliser tout ce qui est 5 sens et afin de pouvoir donc augmenter la chance de capter l'information. Donc, voilà, je donne pour encoder un indice.
Et le fait de stocker, c'est plus le visuel parmi tout ce qui a été stimulé dans les buffers sensoriels. Est-ce que toute information va être stockée dans la mémoire à long terme? Eh bien, non. C'est selon l'importance de l'information et c'est selon l'indice que j'ai donné au buffer sensoriel que je vais aider l'information à être stockée à long terme. C'est pas nécessaire de passer par la mémoire à court terme afin de pouvoir fixer les informations à long terme. Un fait dans notre vie, il est très important de telle façon que on ne nécessite pas de passer aux trois processus qui sont encodés, stockés et récupérés. Parfois, je peux stocker directement dans ma mémoire à long terme. Comment? C'est principalement toutes les informations qui sont émotionnelles et ils vont me causer ils vont me perturber sur le plan émotionnel. Par exemple, toute information qui va me causer un choc émotionnel, ça va être directement marqué dans ma mémoire. Un enfant, par exemple, qui voit sa maman être frappée par son papa, par exemple, cette scène, elle est très émotionnelle pour lui et ça va causer beaucoup de chagrin. C'est pour cela il va stocker cette image et il va la fixer dans sa mémoire à long terme sans la nécessité de l'encoder ou la nécessité de l'aider à l'encoder par des indices. Donc, il va directement imprimer cette image dans sa tête parce que cette image lui a causé un choc émotionnel. Donc, pour stocker à long terme d'une façon donc rapide, c'est principalement tous les événements qui vont causer un choc émotionnel, soit tristesse, soit joie. Par exemple, un enfant qui voulait par exemple un cadeau, un chien par exemple pour son anniversaire ou un cadeau à Noël, un chien, et soudainement il ouvre son cadeau et il trouve un chien. Il est tellement heureux qu'il va imprimer cet épisode dans sa tête et ça va prendre donc un souvenir qui est imprimé dans sa mémoire parce que ça a stimulé donc son émotion et son intérêt. Donc, j'ai finalement ce que j'appelle une mémoire sensorielle, c'est le buffer sensoriel qui est généralement de maximum quelques secondes et c'est le buffer sensoriel qui va stimuler la mémoire qui est à court terme de travail et qui va jusqu'à 30 minutes maximum. Et j'ai une mémoire qui est à long terme et généralement le procédure le plus normal, physiologique, c'est d'avoir une mémoire sensorielle, puis d'avoir une mémoire qui est à court terme, puis une mémoire qui est à long terme. À quel processus je vais donc consolider les souvenirs dans ma mémoire à long terme? Eh bien, il y a ce que j'appelle le circuit de Papez. Donc, ce que je vais appeler le circuit de Papez, c'est un circuit qui va relier plusieurs structures à l'intérieur du cerveau. Ces structures sont principalement l'hippocampe, le fornix ou le tricône, les corps mammillaires qui sont des structures appartenant à l'hypothalamus, le noyau antérieur du thalamus, le cortex singulaire faisant intervenir le lobe insulaire, le cortex entorhinal, qui est une structure qui est aux alentours de l'hippocampe, et le cortex entorhinal et l'hippocampe, c'est des structures qui appartiennent au lobe temporal. Donc, ce circuit, c'est lui qui va donc décider de la consolidation des souvenirs et déterminer les informations qui seront ou pas stockées dans la mémoire à long terme.
Donc, regardez ça uniquement pour vous dire que les corps mammillaires sont reliés à l'hippocampe par l'intermédiaire du fornix ou du trigone. Ce sont des structures de substance blanche. Et voilà donc le gyrus singulaire du lobe inférieur. Et voilà les amygdales qui sont des structures appartenant au lobe temporal, qui jouent un rôle dans la gestion des émotions et notamment les émotions qui sont négatives, donc les réactions de peur, l'anxiété et l'agressivité. Pourquoi ces structures sont reliées les uns aux autres? Pourquoi j'ai choisi de relier le cortex cingulaire avec l'hypothalamus, avec l'hippocampe? Parce que tout simplement, si j'ai eu donc un stimulus quelconque, par exemple, j'ai vu un serpent. Le fait de voir un serpent, c'est un stimulus donc visuel et cette stimulation visuelle va être captée initialement dans mon hippocampe. Je veux voir est-ce que cette image qui est le serpent se trouve dans ma mémoire. Et si elle se trouve dans ma mémoire, je veux demander l'amygdale afin de me dire est-ce que cette image, c'est une image dangereuse ou pas. Est-ce que j'ai déjà mis le serpent dans mon image et dans ma mémoire de tout ce qui est agressivité. Donc voilà. Alors par exemple, l'amygdale va me répondre oui, tu as une image agressif de cet animal qui est le serpent dans la tête. Comme ça va déclencher un stimulus ici dans mon hippocampe et au niveau de mes amygdales, il va y avoir une information, une simulation qui va atteindre par l'intermédiaire du trigone, va atteindre les corps mammillaires et l'hypothalamus. Pourquoi? Parce que l'hypothalamus, c'est le centre qui va contrôler tout ce qui est végétatif, tout ce qui est inconscient. C'est l'hypothalamus qui contrôle le système sympathique et le système parasympathique. C'est lui qui va contrôler tous mes organes internes et c'est lui qui va être responsable de ma réaction de stress. Une fois l'hypothalamus a été stimulé, il va donc déclencher le système sympathique qui est un système de stress du corps et le système sympathique va causer une tachycardie, un battement cardiaque qui est rapide. Il va causer aussi une augmentation de mon rythme respiratoire et en plus il va causer donc une sueur et par exemple donc il va me pousser le système sympathique à fuir et c'est lui qui va me dire tu es devant un danger, va-t'en. Décide-toi de bouger parce que je vais avoir donc tous les signes qui disent que le corps est en stress. Donc, une fois je suis stressée, l'information va alors être captée par le cortex cingulaire, qui est le lobe qui est responsable de tout ce qui est émotionnel, parce que c'est lui qui va donc voir quelle sera ma réaction face à ce danger. Est-ce que je vais augmenter mes émotions? Par exemple, je veux pleurer, je vais crier, je vais qu'est-ce que je vais faire dans les émotions qui sont donc secondaires à cette image du serpent? Et puis je fais ces informations, tout ça va donc tourner dans ce circuit jusqu'à ce que je décide est-ce que cette information qui est devant moi c'est une information qui a donc touché mes émotions, elle m'a touché à tel point que ça va me causer donc un arrêt cardiaque par exemple. Et une fois je décide que cette image ou cet épisode qui est devant moi, qui est le serpent, est-ce qu'elle est aussi importante que ça afin de pouvoir la fixer dans ma mémoire? Vous voyez, c'est le circuit de Papez qui va décider de l'importance de cette information qui est devant moi.
Et donc l'information va tourner jusqu'à reprendre et atteindre l'hypothalamus afin que je puisse fixer cette image nouvelle dans ma mémoire et la mettre aussi dans les amygdales parce que c'est très dangereux pour moi. Mais vous allez me dire, on a déjà l'image du serpent dans ma tête. Qu'est-ce que je vais mettre de nouveau? Qu'est-ce que je vais fixer? Quelles sont les informations nouvelles que je vais fixer? Probablement, vous avez donc l'image d'un serpent dans votre tête, mais vous n'avez pas l'image de ce serpent dans la tête. Vous allez donc capter la forme de ce serpent, vous allez capter la couleur de ce serpent, est-ce qu'il a des dents ou pas, est-ce qu'il est rayé ou pas, est-ce qu'il est énorme, est-ce qu'il est long, donc est-ce qu'il paraît dangereux, est-ce que les yeux sont rouges, je ne sais pas, vous avez des critères qui font peur devant vous, alors vous allez capter l'image de ce serpent qui est pour vous très dangereux. Sinon, au contraire, vous avez donc vu devant vous un serpent, vous avez demandé l'amygdale, est-ce que vous avez les serpents dans la tête, dans la mémoire qui est dangereuse? Il va vous dire oui, mais vous allez regarder devant vous le serpent, vous allez trouver que c'est un serpent qui est petit, qui est minime, qui n'a pas de signe de gravité, qui pour vous, vous l'avez donc évalué être un serpent qui est bénin ou bien un serpent qui n'est pas dangereux et un serpent donc gentil. Et alors, vous allez décider de laisser tomber tout ce système et de tout simplement quitter la chambre ou quitter la maison afin d'appeler quelqu'un pour vous aider à vous débarrasser de ce serpent sans faire donc une crise ou une panique. Donc ça, c'est le circuit de Papez. Il vient dans le circuit de Papez le système limbique. Le système limbique, lui, c'est le système donc émotionnel. Quelle est la différence entre le système limbique et le circuit de Papez? Eh bien, le circuit de Papez, ça fait partie du système limbique. Le système limbique, ça va grouper principalement toutes ces structures déjà mentionnées avant, mais il va notamment faire intervenir l'amygdale et le cortex cérébral, parce que le système limbique, c'est lui qui va décider de mon comportement secondaire. Est-ce que suite au fait de voir ce serpent devant moi va me causer donc quel est mon comportement, quelle est ma réaction secondaire à la vision de ce serpent? Est-ce que j'ai décidé de m'évanouir? Est-ce que j'ai décidé de crier et d'exagérer ma réaction? Quel est mon comportement secondaire à ce serpent? Donc ça, c'est le système limbique qui va venir intervenir. Et par exemple, parfois, je peux dire donc c'est le cortex supérieur qui va venir intervenir et il va me dire mais regarde, tu n'es pas dans la forêt, tu es dans la maison. Ce serpent, il n'est pas aussi dangereux que ça. Et en plus, tu es loin de ce serpent, tu n'es pas proche de ce serpent, tu es éveillé, tu n'es pas endormi, donc tu peux réagir. Ces images, ces idées que mon cerveau est en train de me les donner, c'est le cortex supérieur qui est en train d'intervenir dans ce circuit de Papez, parce qu'il est en train de m'envoyer des signaux qui vont diminuer mon stress. Ils vont m'envoyer toutes les informations nécessaires afin de me calmer. Et donc, suite à ces stimulus et ces idées qui sont secondaires à l'intervention de mon cortex supérieur, que je vais refroidir la réaction et je vais inhiber secondairement l'hypothalamus et je vais ralentir le battement de mon cœur et commencer à réfléchir froidement à la situation et comment donc en débarrasser de ce serpent au lieu de crier ou bien de s'évanouir. Et plus on a un sang-froid, plus le cortex, il peut intervenir à n'importe quel moment afin de casser ce circuit et casser cette boucle donc émotionnelle. Donc vous voyez, c'est toujours un débat entre
qui va être le plus fort? Est-ce que l'émotion est plus forte ou bien le cerveau il est plus fort? Malgré que même si l'émotion, c'est toujours le cerveau qui intervient. Et ceci pour enlever l'idée déjà présente que c'est l'émotion qui est contrôlée principalement par le cœur. C'est une idée erronée parce que même ce qui est émotionnel, c'est l'hypothalamus et donc le cerveau qui va le contrôler en association avec l'amygdale et le cortex singulaire. Donc même si, donc la question qui est toujours demandée, est-ce que je dois choisir entre mon cœur ou bien mon cerveau? Est-ce que je vais suivre mes sentiments ou bien suivre donc mon intelligence, mon raisonnement, mon jugement? Eh ben, mais les deux, que ce soit émotionnel ou raisonnement, c'est principalement le cerveau qui va donc décider et ce n'est vraiment pas le cœur qui va intervenir, mais c'est avec le temps et au plus c'est quelque chose que vous pouvez l'apprendre avec le temps, comment devenir une personne ayant un sang-froid et comment laisser le cortex passer cette boucle qui est vraiment fonctionnelle. Donc, c'était la dernière information d'aujourd'hui dans ce cours. Si vous allez avoir des questions concernant ce cours, parce que c'est un cours qui est enregistré, c'est pas un cours qui est interactif. Si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer à vos délégués. Et une fois les délégués vont donc collecter toutes les questions, vous allez les envoyer. Donc je vais répondre uniquement aux messages qui seront donc envoyés par vos délégués. Et je vais alors programmer une séance que je vais intituler questions-réponses. Donc je collecte vos questions et je réponds d'une façon enregistré. Je vais donc vous envoyer les réponses enregistrées de vos questions à travers vos